comme elle va. La vie comme elle va, Francesca Piolo, bonjour. Cette émission est réalisée par Véronique Villa, à la technique Bruno Martin. Aujourd'hui, nous parlerons de la subjectivité. Amorens bekymring. Derfor skulle I ikke bekymre eder og sige, hvad skulle vi æde, eller hvad skulle vi drikke? Efter alt sådan søger hedningene. Denne bekymring har fuglen ikke. Hvor lever fuglen, til vi ville nu ikke tale om liljen. Den kan sagtens, den lever af luften. Men hvor lever fuglen? Den borgerlige øvrighed har som bekendt meget at bekymre sig for. Snart har den bekymring, at der er nogle, som intet have at leve af. Men så igen til andre tider, er den ikke noget med, at et menneske har noget at leve af. Han bliver kaldt op og spurgt. Un peu de musique de la langue danoise aujourd'hui pour parler de la subjectivité. Nous irons en chercher le sens chez le philosophe Kierkegaard, né le 5 mai 1813 à Copenhague, mort le 11 novembre 1855, après avoir refusé la communion, nous disent les biographes. Petit détail qui aura peut-être son importance, s'il est vrai, pour notre parcours. On peut lire dans le journal de Kierkegaard, « Dieu m'a donné la force de vivre comme une énigme ». Alors pour résoudre l'énigme, pas moins de 4 philosophes, Anne-Christine Abar, Olivier Colli et Vincent Delecroix, et puis Frédéric Worms. À 16h15, nous retrouverons un 5e philosophe, voire un 6e, si l'on compte Kierkegaard comme un philosophe à la pensée vivante. Nous retrouverons Étienne Gruyot pour la subjectivité, centre ou épicentre. Et nous sommes ensemble jusqu'à 16h30. Altså det daglige brød, det er fuglens levebrød. Det daglige brød er det knappest tilmålte forråd. Det er netop nok, men heller ikke mere. Lisa Verby, vous êtes danoise. Oui. Vous enseignez le danois à Paris. Vous venez de nous lire un passage du Souci des païens, écrit par Kierkegaard. Cela vous procure, quelle sensation de lire ce texte dans votre langue maternelle? Ça m'émeut, c'est tellement beau. C'est difficile parce que c'est un texte en danois ancien qui me met dans le dilemme où je ne sais pas, est-ce qu'il faut respecter le danois ancien ou est-ce qu'il faut le rendre moderne? Je n'ai pas du tout l'habitude de prononcer tous ces mots anciens, mais j'essaie de le faire quand même, dans le respect de Kierkegaard, qui a souhaité que ces textes soient lus à haute voix, ou dits. Ça a été, comment dire, un de ses souhaits, et finalement ça se fait pas beaucoup, je crois. Et c'est pas tout le jour qu'on lit Kierkegaard. Mais c'est tellement profond, quelque part. Kierkegaard a beaucoup compté pour moi, et je l'ai oublié un peu. En France, je l'ai oublié un peu. Meine Sänger sind im Augenblick gereizt. Ihre Töne, ihre Klänge schwingen mit der Flüchten Zeit. Voix du Nord et Oiseaux du Nord, est-ce que l'un d'entre vous a un commentaire à faire sur cette voix danoise qui a un peu oublié Kierkegaard en France? Frédéric Worms? Oui, enfin, moi je suis le seul dans cette table, à part vous peut-être, à pas comprendre le danois, donc je n'en ai entendu que la musique. Et c'était comme le bruit des oiseaux derrière ce livre de Schubert. Bon, c'était très beau, mais c'était, ça ne m'ouvrait pas la porte du texte quand même. Mais les autres, eux, ont entendu. Alors ceux qui ont entrouvert la porte du texte, qu'est-ce qu'on y entendait? Olivier Colli, Vincent Delecroix, Anne-Christine Abar. Peut-être pour commencer en disant cette musicalité que justement Kierkegaard voulait retrouver justement à travers la modulation de la méditation, notamment au niveau de l'édifiant. Peut-être cette musique-là, une parole qui est à entendre, peut-être moins justement à réfléchir théoriquement, comme il le reprochera tant à Hegel et une certaine forme de pensée idéaliste justement, une modulation de la parole, en forme de méditation qui revient, qui se répète,
qui est comme un fleuve, qui reparaît à la surface, disparaît un peu sous terre. Une modulation affective, des affects aussi. Parce que ce n'est pas une pensée désincarnée, ce n'est pas une pensée abstraite. Et ça, je crois que c'est des thèmes qui va nous introduire le plus, je pense, véritablement au cœur du problème de la subjectivité chez Kierkegaard. Anne-Christine Abar, vous qui entendez aussi le danois. Oui, j'ai été sensible à ce que disait la lectrice de Kierkegaard lorsqu'elle disait que Kierkegaard avait écrit, il voulait que ses textes soient lus oralement. Et je crois que il était très important pour lui d'apprendre que nous apprenions à entendre et apprendre à écouter. C'est-à-dire que la philosophie a toujours accordé un privilège à la vue et à la vision, et lui voulait essayer d'équilibrer et de dire l'ouïe aussi est importante. Contrairement à ce privilège de la vision qui a toujours été accordé par la philosophie, il nous faut désormais donner une préséance à l'ouïe. Et cette lecture de ces textes participe de cette apprendre à écouter et apprendre à entendre ce que nous avons oublié. D'où la critique de l'idéaliste, de la théorie, c'est-à-dire ce qui a contemplé, à voir, et de loin. La critique reviendra en permanence. Vincent Delecroix. Oui, surtout, c'est effectivement une parfaite introduction au problème de la subjectivité, parce que ce qu'on entend, c'est une voix, donc une voix unique, singulière, et c'est la modulation du sujet lui-même. Et ça porte vers un autre sujet qui écoute, c'est-à-dire qui est individualisé dans cette écoute, qui est singularisé. Et je pense que c'était aussi un des problèmes et une des recherches constantes de Kierkegaard, c'est-à-dire d'être à la fois un sujet qui parle, un sujet singulier qui parle, et qui parle à un autre sujet singulier qui l'écoute. Et c'est aussi cette différence entre le privilège de la vue et le privilège de l'audition et de la voix. C'est la différence entre une universalité supposée du texte ou du contenu et une singularité de la forme, du style, et une singularisation de celui qui en est le récepteur. Pendant l'hiver de 1812, une tempête déferle sur la vieille Europe, annonçant qu'une ère s'achève. Les journaux danois sont pleins de péripéties de la politique étrangère. La campagne de Russie a conduit l'empire napoléonien au bord de l'abîme. Le Danemark vit lui aussi, depuis une dizaine d'années, une période critique de son histoire. En 1801, il s'est joint à la Russie et à la Suède dans la Ligue de neutralité armée contre l'Angleterre. Il a dû livrer aux Anglais, dans la rade même de Copenhague, une rude bataille. En 1807, à la fin du règne de Christian VII, le roi éclairé, qui a établi la liberté de la presse, la flotte anglaise bombarde la capitale, semant la ruine au cœur de la vieille cité des marchands. Les finances sont épuisées par cette longue guerre, et en 1813, c'est la banqueroute nationale. Michael Kierkegaard, homme avisé et habile, est épargné. En 1814, le traité de Kiel consacre l'abandon de la Norvège, qui, réunie à la Suède, obtiendra une constitution libre. Le 5 mai 1813, Sorin, le dernier des 7 enfants de Michael, vient au monde. Anne Kierkegaard, la mère, femme toute simple, a 44 ans, le père 56. J'étais le fils de la vieillesse, dira plus tard Kierkegaard. Cette introduction tirée de Franz Farago pour essayer de situer un peu Kierkegaard dans un contexte historique, religieux, dans un contexte philosophique. Vous avez abordé le problème de Hegel, déjà Olivier Colli, et puis dans un contexte un peu existentiel pour qu'on arrive à le mettre en place. Alors le contexte historique et religieux. C'est Olivier Colli. Alors vous avez écrit les philosophies scandinaves en que sais-je, donc peut-être c'est à vous de prendre la parole. Sur un plan historique, je ne sais pas si on pourrait généraliser oui. et aller aussi vite. Pourrait quand même ajouter que autant au XVIIe siècle, la Suède et la Norvège étaient des acteurs très importants de la politique internationale, notamment au plan qui concernait la guerre de 30 ans, autant le XVIIIe et le XIXe siècle vont marquer une phase de retrait. C'est-à-dire qu'elles passent pratiquement du statut de puissance européenne au statut de puissance, non pas marginale, mais qui sont en quelque sorte à l'écart de ce qui se fait véritablement au plan européen. Et ce qui va décider, à mon sens, mais je pense que beaucoup de Scandinaves, enfin Danois, je serais d'accord, la fameuse neutralité qui va être justement en cause au XXe siècle, notamment pour les Suédois, et surtout de cette méfiance à l'égard des grandes puissances, et des grandes puissances surtout idéologiques.
notamment tout ce qui va se passer, d'où le retrait par exemple très concrètement. Les Scandinaves n'ont jamais adhéré vraiment aux grandes idéologies, n'ont jamais non plus cédé aux tentations fanatistes, totalitaires, etc. Et je pense que c'est dû à cette marginalisation, mais aussi à cette très très grande méfiance. C'est là où on va retrouver un peu Kierkegaard, parce qu'à mon sens, et c'est probablement lié à tout ce contexte historique, c'est-à-dire le Danemark après les guerres napoléoniennes véritablement est exténué, exsangue, et on va avoir cette idée que le petit Danemark, à travers l'individu, qui est Kierkegaard, proteste contre le grand concept. Et le grand concept, ça peut être l'Allemagne, ça peut être Hegel. Et on va avoir cette tendance constante, je crois, après, au Danemark notamment, justement, à effectuer cette protestation, justement, contre les puissances, et notamment les puissances, justement, théoriques. D'où après cette méfiance qui peut se déléguer, en quelque sorte, vers la politique, etc. Mais je crois que c'est lié. Il y a deux choses. Cela dit, le contexte historique, bien évidemment, et politique est déterminant. Harald Høvding parlait d'une vieille tradition dano-norvégienne de l'individualisation, de l'éthique. Et c'est fondamental en ce qui concerne le problème de la subjectivité. C'est-à-dire qu'on a deux concepts clés. C'est-à-dire d'une part l'héritage protestant, l'individuation de l'éthique, le face-à-face, qu'on retrouvera jusqu'à Bergman, dans le cinéma, partout. Et puis, le problème de la subjectivité que Kierkegaard, notamment, va opposer au sujet hegelien. Alors, je pense que c'est une introduction qui permet peut-être un peu de situer. En ce qui concerne la postérité, bon, on la verra peut-être un peu après, mais je crois que c'est pour faire le lien entre politique et, disons, philosophie. Et le contexte philosophique en particulier? Mais il y a aussi dans ce contexte historique, il y a aussi des tendances, qui sont à cheval sur l'histoire et l'histoire et l'idéologie, si on peut dire. Il y a aussi la période de cette révolution industrielle et de la massification des mouvements. On peut y voir aussi une espèce de protestation sociale contre, une espèce de retrait contre cette massification de l'histoire qui est permanente dans l'écriture pseudonyme, d'une protestation d'un individu qui se met en retrait par rapport à la foule, au mouvement de masse, et qui tient en quelque sorte une espèce de position un peu anachronique par rapport à cette tendance à la massification. Je suis à moitié, je sais pas si on peut parler de révolution industrielle au Danemark à cette époque. Je pense pas. Ça reste une société essentiellement agraire et rurale, marquée par la pêche, etc. Copenhague, effectivement, est une ville marchande, c'est un port, mais je ne pense pas qu'on puisse, encore moins en Norvège, évidemment, en Suède et en Islande, mais je ne pense pas qu'on puisse parler encore véritablement d'une société industrialisée. Cela dit, c'est vrai qu'il y a cette protestation qui est insolite contre effectivement la massification, mais là aussi le terme, faut s'en méfier. Kierkegaard proteste effectivement contre la presse, la foule. Mais qu'est-ce que ça veut dire la foule dans un pays de 800 000 habitants, dans une ville qui est après tout un gros bourg, il le dit lui-même. Est-ce que c'est pas plutôt la protestation contre une mentalité justement un peu villageoise, un esprit de clocher, où tout le monde se connaît? Et je crois qu'on a tendance un peu à faire interférer nos problèmes modernes de massification, par exemple une protestation. On va retrouver par exemple Heidegger, mais dans une toute autre contexte, dans une toute autre société, avec ce que dit Kierkegaard, mais qui est finalement une protestation contre un esprit de bourgade, d'une société très marchande, où tout le monde se connaît. Je crois que c'est plutôt ça. Et il le dit lui-même. C'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas trop faire interférer, à mon sens, parce que le lecteur moderne a toujours tendance à projeter des problématiques contemporaines sur des problématiques, sur une surréalité qui, à mon avis, me paraît trop rétrospectivement reconstruite. Non, vite, Christine Labarre pour trancher. Non, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'effectivement, l'époque de Kierkegaard est une époque de grande transformation économique, politique. Alors effectivement, l'industrialisation n'a peut-être pas encore atteint le Danemark, qui reste un petit pays essentiellement agraire, mais enfin, Kierkegaard a voyagé, connaît bien l'Allemagne, il connaît bien Berlin, bien sûr, il y a été plusieurs fois. Et l'année de sa naissance, c'est l'année donc de la banqueroute, comme vous le disiez. Et c'est quelque chose qui a eu un effet économique dévastateur, bien évidemment, pour tout le Danemark, qui d'ailleurs était posé un énorme problème de conscience à son père, puisque le père de Kierkegaard, qui était un marchand très avisé, a réussi lui à s'en sortir, puisqu'il avait transformé ses bons en bons royaux. Enfin, donc voilà. Donc son père s'est retrouvé à être parmi les très très rares à faire fortune sur la banqueroute nationale. Et d'ailleurs, il en a carrément une espèce de mauvaise conscience en disant j'ai fait ma fortune sur le dos de. Et du coup, cette espèce de banqueroute nationale a eu un impact
très concret d'ailleurs dans la vie de Kierkegaard, et lui a toujours mis en parallèle l'année de sa naissance. Il a dit je suis né l'année de toutes les dévaluations et je suis peut-être moi-même une mauvaise monnaie, une fausse monnaie. Enfin, il y a des passages assez marrants là-dessus. Mais les décennies qui suivent sont des décennies de transformation politique, avec l'adoption de la Constitution libre justement en 1848 au Danemark. Et ce qui fait que lorsque vous dites que Kierkegaard s'oppose à l'esprit de bourgade, je ne suis pas sûre. Il était amoureux de Copenhague à un point incroyable. Il adorait cette ville. Enfin, il est toujours, à part 3 séjours à Berlin qu'il a écourté à chaque fois. Il y a son fameux premier départ à Berlin après la rupture avec Régine, qui devait durer 3 ans. Enfin, des embrassades terrifiantes de douleur avec son frère et son ami Émile. Je reviendrai si je reviens, etc., etc. Et puis finalement, 6 mois après, il était de retour dardard. Enfin, c'était il était fou amoureux de Copenhague et lorsqu'on il aimait cette ville et justement dans ça c'est lui-même il entretenait l'esprit de bourgade au sens où il était un personnage connu de la ville, il se promenait, il rencontrait les uns et les autres, il entretenait. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire attention à ne pas projeter nos problématiques contemporaines de la masse et de la massification sur une société quand même qui reste effectivement, qui est en voie de transformation, et qui reste quand même une petite société marquée par la ruralité. Effectivement, Copenhague est un port de commerce, mais je crois que le problème toujours, et ça induit toujours un peu en erreur le lecteur moderne, parce que lui, quand il pense massification, il pense à des sociétés qui sont marquées effectivement par certaines. Je ne pense pas qu'au Danemark on retrouve cela à cette époque. Maintenant, quand Kierkegaard proteste contre le pouvoir de la presse, en plus il vise certains individus qu'il connaît personnellement de surcroît. C'est toujours des relations en fait qui restent pris dans un milieu. Vincent Delacroix. Oui, il parle d'anonymat, mais dans un milieu qu'il connaît parfaitement. Surtout, c'est très visible lorsqu'il critique la presse. Les individus qu'il critique, ils se servent de l'anonymat pour m'attaquer. Mais cet anonymat, est-ce qu'on peut le comparer à l'anonymat moderne et contre? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est pour ça que mais c'est bon, c'est juste ne pas faire, comme on disait, d'illusions, de projections rétrospectives sur une société qui est comme dans un pays de 800 000 habitants, qui reste quand même marqué par des relations très patriarcales, rurales, pré-industrielles en tout cas. Alors Vincent Delacroix, vous vouliez lire quelque chose. Il y a un texte justement, pardon, qui porte justement là-dessus. C'est dans le point de vue explicatif sur mon œuvre d'écrivain, on y lit la foule c'est le mensonge, et je me prendrai à pleurer, en tout cas à soupirer après l'éternité, en songeant à la misère de notre temps, même si on le compare simplement à l'immense détresse de l'Antiquité, quand je vois la presse quotidienne et anonyme accroître cette démence grâce au public, le public est entre guillemets l'abstraction proprement dite, qui se prétend le tribunal de la vérité, entre guillemets, car les assemblées qui émettent cette prétention ne se rencontrent certes pas. Quand je vois qu'un anonyme peut faire dire par la presse, jour après jour, et même en matière intellectuelle, éthique et religieuse, tout ce qu'il veut des choses dont il n'aurait peut-être nullement le courage de faire personnellement la moindre mention en tant qu'individu, quand je vois que chaque fois qu'il ouvre, je ne saurais dire sa bouche, mais sa gueule, en s'adressant une seule fois à 1000 et 1000 fois 1000 personnes, il peut avoir 10 000 fois 10 000 personnes pour répéter ce qu'il a dit, sans que nul n'ait de responsabilité. Il y a quand même, dans ce texte-là, je ne sais pas si ça correspond si nous faisons des projections, dans ce cas-là, de notre réalité contemporaine. En tout cas, il y a des signes, une interprétation qui peut être ici. Cette critique, par exemple, chez Balzac, qui est un peu plus tard, on va retrouver une vision de la presse, c'est le problème tout de même qui va se poser au XIXe siècle. Donc, je crois que c'est pas le problème, c'est, j'ai dit encore une fois, de projection rétrospective. Cela dit, ça peut nous introduire au problème suivant, c'est-à-dire que si le problème c'est celui de la presse, du public, de l'anonymat, comment dire je? Voilà. Oui. Et comment parler en son propre nom? Comment être un individu existant dans une époque justement toute merde dont la logique historique, semble-t-il, semble être justement celle qui court vers l'anonymat, la puissance du public et le règne justement de la personne. Alors là on va le retrouver parce que Kierkegaard le dit. Avant d'aborder ce problème justement de la subjectivité et cette possibilité d'écriture, 2-3 mots sur le contexte existentiel. Pour les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire qui Kierkegaard, il faut arriver à donner quelques éléments sur sa vie rapide, parce que on va pas s'apesantir. On a entendu parler de Régine, on a entendu parler de son père.
Qui veut Frédéric Worms. Donc moi ce qui me frappe effectivement dans votre introduction, c'est le lien avec la vie. Enfin, c'est même parler de contexte existentiel est déjà presque une violence. Enfin, oui. Dans la mesure où l'existence n'a pas de contexte, il me semble, elle a une extériorité peut-être dans laquelle elle se rencontre elle-même. Et ce qui est étonnant, c'est la phrase que vous avez citée, je suis le fils de la vieillesse. Tout de suite, il réinterprète. Je crois pas qu'il faille y voir de psychanalyse même existentielle. C'est vraiment une sorte d'appropriation de son contexte. Alors, moi, je suis le témoin extérieur là de ces discussions très spécialisées, mais c'est vrai que pour moi, de l'extérieur, les événements marquants restent la crise, le tremblement de terre du père de Kierkegaard, la rencontre avec Régine et puis la rupture, le départ à Berlin, l'écriture et le conflit avec l'Église et toutes ces étapes très marquantes. Mais là, moi, je joue donc le rôle des jalons bien connus de la vie de Kierkegaard. Je pense qu'à chaque fois, c'est leur sens pour lui. On peut pas séparer sa vie de la subjectivité. En fait, je crois pas qu'on puisse parler de contexte et puis après passer à la subjectivité. C'est pas un hasard si chacun l'a dit. Mais oui, mais ça nous plonge déjà dans la subjectivité, même la banqueroute, même l'état de Copenhague. Ça nous plonge déjà dans la subjectivité. C'est pas surprenant. Je crois qu'à propos de Kierkegaard, on peut pas dire il y a d'un côté le port de Copenhague et de l'autre côté la subjectivité de Kierkegaard. Elle est dans le port de voilà. Donc c'est pas un hasard si on peut dire que chacun s'éprouve soi-même. C'est tout ce que je voulais. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur la vie de Kierkegaard qui serait essentielle pour la compréhension? Effectivement, juste pour expliquer un peu plus les quelques jalons dont parlait Frédéric. Kierkegaard, les deux personnages qui ont été très marquants dans la vie de Kierkegaard sont son père et Régine. Il est né, comme vous le disiez, son père était très âgé, le dernier de 7 enfants, 5 vont mourir avant l'âge de 33 ans. Il y aura toujours cette espèce de malédiction qui va peser sur sa famille, où Kierkegaard est certain que tous les enfants mourront avant l'âge de 33 ans, donc l'âge du Christ bien sûr, et du fait de ce péché du père, le père aurait péché, donc cette fameuse malédiction héritée par le père, et donc sur les 7 enfants, 5 meurent avant l'âge de 33 ans, et il était sûr que ça lui arriverait lui aussi. Et donc il y a une lettre et des annotations dans son journal le jour où il passe l'anniversaire de ses 34 ans, et où il est tout surpris d'être encore là en disant mais c'est pas normal, c'était pas prévu, j'aurais dû mourir avant 33 ans puisque j'ai hérité du péché, etc. Son père était quelqu'un d'extrêmement intelligent, de très très érudit, très pieux aussi, et qui emmenait ses fils très jeunes dans des réunions c'est pas une secte religieuse, mais enfin d'un groupe religieux. Il emmenait ses fils faire des messes et des lectures, etc. Donc une ambiance très austère, très pesante toujours chez eux, et Kierkegaard dit toujours que cette mélancolie noire est là aussi un héritage de son père. Alors il rencontre quand il a 26 ou 27 ans, alors qu'il est en train de terminer sa thèse. Il rencontre la jeune Régine qui a 10 ans de moins que lui et tombe fou amoureux, ça justement c'est un peu débattu, mais en tout cas toujours est-il qu'il tombe amoureux. Il la demande en mariage, il se fiance et un an après, pour des raisons inexpliquées, alors que nous interprétons chacun d'entre nous ça, mais pour des raisons inexpliquées, donc il rompt les fiançailles alors même qu'il est resté très amoureux d'elle. Donc c'était pas par défaut d'amour ou par manque d'amour qu'il rompt les fiançailles. Il part à Berlin et dédiera ensuite donc toute son œuvre à Régine, et son testament d'ailleurs à sa mort il écrit un testament donc à l'adresse de son frère ou à l'intention de son frère où il dit voilà, je considère que j'ai été lié à cette femme comme si elle avait été ma propre épouse, et il est évident que donc tous mes biens doivent lui revenir comme si nous avions été dûment mariés. Donc Régine, qui entre-temps elle s'est mariée avec un autre, les refusera, mais il y a les deux figures de son père et de Régine, donc cet amour qui ne s'est pas réalisé, qui est resté tout au long de sa vie, mais qui ne s'est pas réalisé, et pour des raisons que justement, je pense qu'il y a une espèce de mystère où nous pouvons interpréter d'une certaine façon ou rétrospectivement penser que, mais il y a cette espèce de mystère de pourquoi a-t-il rompu avec Régine alors même que il l'aimait de tout son corps. Puis après effectivement il rentre à Copenhague et il se lance à corps perdu dans l'écriture. C'est quelqu'un qui écrivait, mais il est prolifique. Enfin, on a l'impression que c'est une espèce il ne peut pas ne pas écrire. Et après, donc, il meurt très jeune. Il était très fragile de santé. Il meurt très jeune, à l'âge de 42 ans, avec une santé déclinante. Mais toute la fin de sa vie, c'est effectivement ça, c'est dominé par l'écriture et le combat avec l'Église.
Vincent Delecroix, tout à l'heure, parlait d'écriture pseudonyme. Oui, c'est bon, on a l'habitude de distinguer, Kierkegaard le faisait, deux pans de son œuvre qui sont pas deux pans successifs, qui sont au contraire contemporains. Un pan pseudonyme où il épuise une quantité incroyable de pseudonymes qui d'ailleurs s'enchâssent les uns dans les autres. Enfin, l'organisation est extrêmement complexe et ça c'est le premier pan de l'œuvre. L'autre pan de l'œuvre qui est composé de ce qu'on appelle les discours. Ce sont des discours signés du nom de Kierkegaard. Et ces deux pans, en fait, se parlent. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Ces deux pans se font écho systématiquement. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une stratégie de publication qui préside au choix de ces textes. Il y a la publication d'un côté pseudonyme. Le même jour, on publie deux discours signés de la main de Kierkegaard, ce qui fait que il parlait d'écriture de la main droite et d'écriture de la main gauche. Il expliquait que justement toute la confusion qu'il y avait sur la lecture de son œuvre tenait au fait que ce qu'il écrivait de la main gauche était reçu de la main droite par le public et ce qu'il écrivait de la main droite était reçu de la gauche. Mais ce jeu entre les deux mains et entre les deux mains du lecteur est permanente. Elle est permanente et elle contribue justement à singulariser l'œuvre, à la rendre de plus en plus difficile et du coup, d'une certaine manière, à isoler le lecteur de plus en plus sollicité par une interprétation dont il va devoir décider à chaque fois. Olivier Collier, oui. Égarer le lecteur par certains côtés. Parce qu'il s'agit bien, effectivement, il y a la fameuse stratégie dont il parle lui-même de la production littéraire. Effectivement, on publie des discours édifiants, on publie une œuvre anonyme, et en même temps, on voit que d'un certain côté, même aujourd'hui ce qui se passe, certains éditeurs vont continuer à mettre l'accent globalement sur une certaine production esthétique, quitte à la morceler en divers ouvrages, et à la présenter. En oubliant que Kierkegaard, justement, se sert de cette communication, justement, pour à la fois guider et désorienter. C'est-à-dire, il y a le fameux aphorisme de Lichtenberg qu'il met justement en épitaphe. In vino veritas, de telles œuvres sont comme des miroirs. Un singe ne saurait y voir un apôtre. Et je crois que ça résume bien son attitude qui est vis-à-vis du public. C'est-à-dire, vous n'y verrez d'une certaine manière que ce que vous voudrez bien y voir. Si vous ne voyez dans mon œuvre que de l'esthétique, ce sera un miroir qui vous renverra peut-être, en fait, une image de votre stade, de votre profil existentiel. Par contre, vous pourrez voir aussi dans ce jeu brillant d'illusions autre chose, peut-être l'indication qu'il faut aller plus loin, l'idée que le vrai est peut-être ailleurs, ou qu'il faut faire un autre cheminement. Enfin, il y a cette idée, de toute manière, ce jeu très bizarre avec le public. C'est-à-dire que le public, effectivement, il est l'instance dominante aujourd'hui. Ça, on a discuté, on va pas revenir. Que faire avec? Et alors, c'est là qu'il y a cette idée de stratégie. C'est-à-dire, on ne peut pas l'affronter directement. Je suis trop faible. Moi, l'individu, je ne peux pas lutter à armes égales. Ce qu'on peut dire aussi aujourd'hui, contre une telle puissance. Mais contre une telle puissance, je peux jouer. Et je peux user, justement, de toute cette stratégie. Après moi, on ne trouvera pas dans mes papiers, c'est ma consolation, un seul éclaircissement sur ce qui, au fond, a rempli ma vie. Il y a une culture du secret qui est permanente chez Kierkegaard, qui est exactement en rapport avec la subjectivité, mais qui montre justement toute l'ambiguïté du concept de subjectivité chez Kierkegaard. C'est-à-dire, il y a effectivement une protestation du subjectif contre l'objectif, contre l'idée, contre l'universalisation, que sais-je encore, et en même temps, il y a une critique permanente de l'isolement de la subjectivité, du repli de la subjectivité sur elle-même. C'est le désespoir, par exemple, de cette intériorité dont la serrure serait brouillée, c'est le terme qu'il emploie dans la maladie à la mort, et cette culture du secret est sans arrêt déchirée par la volonté de communiquer, mais de ne pas pouvoir, de communiquer cette intériorité tout en disant qu'elle est secrète, et donc de laisser en fait systématiquement dans le texte lui-même des zones d'ombre qui laissent entrevoir ou qui indiquent sans jamais montrer en fait ce dont il est question. Et bon, cette fameuse phrase qui revient assez souvent, et aussi peut aussi constituer quelque chose comme une fausse fenêtre ou une fausse porte. Ah, il faudrait trouver enfin la clé de cette serrure qui était brouillée. Kierkegaard vous dit comme par hasard, ah ben non, vous aurez beau chercher, vous la trouverez pas. Donc tout le monde va effectivement la chercher en se disant qu'on va la trouver. Et
bon, c'est aussi une façon d'égarer en disant bon, vous pouvez toujours chercher. De toute façon. Je suis Janus Bifron. C'est ça. Il y a Un de mes petite visageries. parole qui est superbe, c'est dire peindre le lutin avec le bonnet qui le rend invisible. Je crois que ce que C'est disait super Vincent comme petite phrase. Ce que disait Vincent est très juste, je pense, sur la fameuse note cachée, la note disparue, Oui. effectivement. C'est très très juste l'idée que, enfin, Kierkegaard dit donc voilà, j'ai un secret, mais vous ne le saurez pas, et du coup tout le monde se précipite. Alors que précisément c'est pas là où il faut chercher, c'est-à-dire que ce n'est pas en cherchant objectivement quelque chose qui relèverait soit de la biographie de Kierkegaard, enfin dans une espèce de curiosité malsaine de qu'est-ce qui s'est passé, enfin le nombre d'écrits sur je sais pas quoi, soi-disant impuissance sexuelle, enfin une espèce de curiosité dans les miasmes de sa vie, de curiosité psychologique qui n'est pas ce dont relève ce secret essentiel de la subjectivité. Je crois que cela dit, quand même, il y a beaucoup de non-dits pour parler comme quand on dit, par exemple, quand il laisse entrevoir l'idée, suis-je l'enfant d'un viol? Mon père a-t-il été l'auteur par rapport à ce fameux mariage, au remariage plutôt avec cette servante, sa naissance, etc. Bon, il y a quand même quelque chose, il y a énormément d'étouffement autour de son origine, sa mère. Bon, c'est quand même très très curieux. Cette ancienne servante avec laquelle c'est pour ça que quand on dit bon, faut pas trop chercher, d'accord, c'est vrai qu'il y a toute une tendance, toute une littérature psychanalytique ou parapsychanalytique, bon, qui vaut ce qu'elle vaut, mais il y a quand même, c'est vrai que c'est étouffant. Mais le jeu de miroir de miroir de la pseudonymie est fait aussi pour systématiquement égarer ce genre de recherche. C'est-à-dire, vous pouvez trouver des indications biographiques, et c'est ce dont parlait Frédéric tout à l'heure. Il y a des indications biographiques qui innervent la totalité de la conceptualité. C'est un principe philosophique, cette intrication entre le biographique et le conceptuel. Et en même temps, dans le jeu de la pseudonymie et dans le jeu de l'écriture littéraire, c'est-à-dire dans le jeu de la fiction, ces indications sont systématiquement détournées, retravaillées, troublées, ce qui fait que l'investigation psychologique ou objectivante ou simplement biographique, elle est à chaque fois désamorcée, déviée, et ce qui fait que on peut bien relever un certain nombre de mises en scène du sujet, de mises en scène du sujet Kierkegaard, mais justement, ce sont des mises en scène. Donc, où aller chercher le vrai, où aller chercher le... Alors là, moi, je suis pas là. Anne-Christine Labarre. Je suis en désaccord avec Vincent. Parce que, bien sûr que le biographique innerve la conceptualité. En même temps, cette tendance que nous avons tous, et naturellement d'ailleurs, vu Kierkegaard et vu la pensée de Kierkegaard, à revenir justement à sa biographie et dire, mais le sujet, enfin, on ne peut pas distinguer le sujet Kierkegaard de sa pensée, etc. En même temps, moi je crois justement le brouiller les pistes, c'est précisément parce que si notre tendance naturelle, espèce d'inertie de pensée, nous ramènerait à une investigation psychologique plate et alors que justement ce que nous dit Kierkegaard, c'est au contraire, c'est de toi qu'il s'agit. C'est pas moi Søren Kierkegaard, voilà, j'ai fait ce que j'ai voulu. On est d'accord sur ce point. Toi Vincent Delcourt, toi Francesca, toi Frédéric, etc. Et donc quand il dit la note cachée, c'est quoi? C'est la mienne propre. C'est-à-dire moi qui lis ça, mais qu'est-ce que ça signifie du secret de ma subjectivité? Qu'est-ce que ça signifie pour moi de me tenir dans la rectitude d'un être sensé? Que signifie pour moi exister? Et non pas, alors, Kierkegaard, c'était son secret de sa mère, de son père. Aussi, peut-être oui aussi, mais justement, pourquoi est-ce qu'il égare le lecteur? C'est que la tendance naturelle de toute lecture, c'est d'aller substantialiser, objectiver, placer sur l'autre pour éviter de se regarder soi-même. Ce qui est quand même curieux, c'est qu'il la provoque, parce qu'il savait très bien qu'en se cachant, ça ne ferait, connaissant le public auquel il y avait affaire, ça ne ferait qu'innerver et attiser ce désir de savoir. Donc là encore, c'est un jeu ambigu. Vous ne saurez rien de moi, tout va rester caché, c'est la note, etc. Mais en même temps, vous allez chercher, et chercher longtemps, cherchez bien. Moi, j'ai jeté la clé. C'est une stratégie en même temps qui est bien connue, bon, une stratégie littéraire, bon, que les romantiques vous pouvez pratiquer. Il y a quand même autre chose que je voudrais rajouter, c'est que c'est à la fois très nordique. C'est-à-dire, en même temps, on fait une œuvre, je ne vais parler que de moi. On retrouve ça chez Strindberg, on retrouve ça chez Bergman, et on élabore toute une stratégie pseudonymique, là, parce qu'on va à travers des figures théâtrales, etc. Parce que chez Kierkegaard, il y a quand même une idée de mise en scène, quand même. Deleuze dit une idée de metteur en scène, c'est quand même de dramaturge, c'est quand même ça. On a quand même un auteur dramatique qui met en scène toute sa subjectivité, toute sa individualité, et en même temps vous dit je jette la clé au loin. Alors bon, pour revenir à ce qu'on disait précédemment, tout à fait d'accord. C'est vrai que sur toutes les tendances contemporaines, c'est à la fois fouillé et parfois bon d'une manière un peu fort indiscrète pour ne pas dire autre chose. Mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'on a affaire à un auteur qui ne dit je ne vais parler que de moi et de ce qu'il y a au-delà de moi, et en même temps, vous pouvez toujours chercher
Je sais très bien que par avance, vous êtes piégé d'une certaine manière par cette stratégie. C'est pour ça que c'est très ambigu. Il y a comme tout un jeu avec le lecteur qui est quand même, à mon sens, très ambigu. D'avancée, de retrait. Je vois votre tête qui dodeline, Frédéric Worm. Parce que moi, j'ai jamais lu cette phrase « je ne vais parler que de moi » chez Kierkegaard. En fait, ce qui est très frappant, c'est pour un lecteur comme ça qui ouvre le livre, c'est qu'il ne s'agit ni directement jamais de Kierkegaard, même dans le journal d'une certaine façon parfois, ni directement du lecteur. Il s'agit toujours directement de quelqu'un d'autre. Une figure, un pseudonyme, un personnage, avec ces grands personnages qui ont marqué tous les lecteurs de Kierkegaard, qu'il s'agisse d'Abraham ou du séducteur ou même du Don Juan de Mozart. Et c'est à travers ces figures qu'on est effectivement indirectement atteint en tant qu'individu, mais toujours atteint à travers un miroir. Et le miroir n'est pas juste une vitre. Le miroir est toujours justement un prisme en quelque sorte. Et c'est vrai que je suis frappé par le fait que l'individu est toujours à la fois Kierkegaard et son lecteur à travers des figures qui diffractent l'individualité, qui la font apparaître comme séductrice ou comme religieuse, et qui d'une certaine façon cherchent avant tout à briser cette sorte de médiation trop facile entre le lecteur et lui-même. Communication de la vérité est devenue abstraite. Le public est devenu l'instance, les feuilles s'appellent la rédaction, les professeurs la spéculation, les pasteurs sont la méditation. Personne n'ose dire « je ». Mais lorsque la première condition absolue de la vérité est la personnalité, comment la vérité peut-elle trouver son compte à cette ventriloquerie ? Il s'agissait donc de remettre la personnalité en place. Dans ces circonstances, commencer tout de suite par son propre moi, quand le monde était corrompu, à ne pouvoir entendre un jeu, c'était impossible. Ma tâche fut alors d'inventer des personnalités d'écrivains et de les faire surgir en pleine réalité de la vie pour habituer tout de même un peu les hommes à entendre parler à la première personne. Vincent Delecroix. Il y a deux choses là, très très importantes dans ce texte. Et ça revient perpétuellement. Enfin, ces explications reviennent assez perpétuellement. Mais il y a deux choses qui sont très importantes. C'est l'idée d'abord que il faut bien parler. Il faut parler enfin de la subjectivité. C'est-à-dire qu'il faut l'indiquer d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il faut trouver une stratégie de discours qui permette de l'indiquer, parce qu'on ne peut pas la montrer. L'intériorité est cachée. Donc, on va multiplier des miroirs, des portes, des accès vers cette subjectivité existante introuvable ou difficilement dissible. Et ça, c'est la première chose, c'est-à-dire inventer un langage adéquat qui permette de décrire ou d'analyser cette subjectivité. Et l'autre, qui est toujours de l'autre côté, qui est toujours de la stratégie littéraire, c'est qu'il va bien falloir en parler à quelqu'un. Et le but de la philosophie n'est pas seulement, pour Kierkegaard, c'est pas seulement de décrire la subjectivité, mais c'est aussi, il y a un but pratique dans cette écriture, c'est aussi d'amener le lecteur à cette subjectivité, c'est-à-dire de le faire devenir sujet, puisque c'est ça l'enjeu de l'écriture. Et donc cette stratégie, laisser entendre parler un jeu, habituer mes contemporains à entendre parler un jeu, c'est aussi les obliger à devenir eux-mêmes des singularités qui entendent ce jeu parler. Il y a une distinction qui est une distinction qui revient constamment chez Kierkegaard entre les vérités objectives et les vérités, ce qu'il appelle les vérités indifférentes,
qui en plus en danois il y a un jeu de mots sur le terme indifférent, c'est-à-dire les vérités indifférentes qui me sont indifférentes, c'est-à-dire il est indifférent dans mon existence que je les connaisse ou non, et il leur est indifférent que je les connaisse ou non. C'est-à-dire 2 + 2 = 4, ça change rien à ma vie. Et les vérités subjectives, qui sont ce qu'il appelle les vérités soucieuses, c'est-à-dire des vérités qui se préoccupent de moi, donc il importe pour ces vérités que je les connaisse, et il m'apporte moi, ça transforme mon existence de connaître ces vérités. Les vérités indifférentes, les vérités objectives sont les vérités de type mathématique, bien sûr, ou scientifique. Les vérités soucieuses sont les vérités subjectives, c'était les vérités éthico-religieuses. Y a-t-il une loi morale? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que je serai pardonné de mes péchés? Est-ce que je peux être pardonné du mal? Est-ce que mon repentir pourra de tout ce que j'ai mal fait dans ma vie? Est-ce qu'il existe un salut, etc. Donc ça, ce sont des vérités. Si jamais Dieu existe, ça change tout quand même. S'il existe une loi morale, si jamais je peux être pardonné, ça change tout. Ça change tout à ma façon de me rapporter à moi-même et tout. Et le problème, c'est que autant les vérités indifférentes sont faciles à transmettre, pour faire la démonstration de 2 + 2 = 4 sans aucun problème. Ça, ça se transmet ou le théorème de Thalès. Enfin bref, vous voyez ça, c'est la transmission, la communication en est directe et ne pose aucun problème. Autant la vérité, la transmission, la communication de ces vérités soucieuses est impossible directement, puisqu'il s'agit, c'est une décision que je prends pour moi. Je ne peux pas prouver objectivement que la loi morale existe, qu'il faut se comporter bien dans la vie, que Dieu existe peut-être, enfin que Dieu existe, ou que le Christ pardonne les péchés, etc., etc. Je ne peux pas vous le prouver. Et en même temps, il m'importe de vous le transmettre. En même temps, je voudrais que vous sachiez que c'est peut-être une possibilité pour votre existence aussi. Et donc, le problème, c'est comment communiquer à une autre subjectivité quelque chose qui l'intéresse au plus haut point, quelque chose qui est essentiel pour son existence, alors même que je ne peux pas le communiquer directement. Et c'est pour ça que là, on a beaucoup parlé des stratégies d'écriture de Kierkegaard. C'est lié à cette notion qui est très importante pour lui de la communication indirecte. Tout ce qui est important dans l'existence se communique indirectement. Je ne peux pas communiquer direct. Et en même temps, doit se communiquer. C'est-à-dire que je m'intéresse à mon existence, à moi. Voilà, j'aimerais bien que ma vie ait un sens. Ait un sens en dehors de, gagner plein de fric. Enfin, qu'elle ait un sens éthique et religieux éventuellement. Mais ça m'intéresse aussi que la vie des autres ait un sens. Je ne suis pas intéressée que par ma propre existence. Donc je dois communiquer, mais je ne peux le faire qu'indirectement. Et donc entendre la discussion qu'on a eue sur les stratégies d'écriture, sur faire entendre un jeu, participe de cette communication qui ne peut être qu'indirecte et qui donc prend aussi le risque d'échouer. Et c'est ça qui est très beau et très grand dans les relations humaines, nous dit Kierkegaard. Enfin, c'est d'ailleurs l'intersubjectivité toujours frayée d'un risque. Il est risqué d'entrer en relation avec autrui. Je ne sais jamais ce que ça veut dire. L'activité chez Kierkegaard me paraît dangereuse. Dangereuse, au sens où véritablement ça, d'une part, c'est un concept qui a été forgé ultérieurement et qui vraiment pose le problème de la relation et du rapport justement à l'autre, à autrui. Alors je ne dis pas qu'elle est impossible, mais dit qu'elle est en tous les cas aventureuse en l'état actuel. Deuxièmement, ce qui m'a gêné un petit peu, c'est qu'on présuppose, sans l'avoir défini, que la subjectivité est la vérité. Or, Kierkegaard dit très bien, il y a un moment, un point de retournement, oui, mais justement, mais c'est jusqu'au point de retournement quand même, c'est où la subjectivité et la non-vérité. C'est-à-dire qu'il y a autre chose, une autre étape devant l'autre, de tout autre. C'est-à-dire, d'une certaine manière, elle se descend. Parce que tant qu'on reste pris... Le grand autre, alors. Voilà. Oui. Tant qu'on reste pris dans cette idée que la subjectivité est le tout, on risque d'égarer le lecteur en lui disant, dans le fond, quelle différence vais-je pouvoir faire entre la subjectivité empirique, existentielle, éthique, etc. Il risque de ne rien y comprendre. Donc, il s'agit de faire une étape, une qualification, à mon sens. Mais cela dit, c'est une discussion, c'est une ouverture possible. C'est pas en aucun cas un point final. Un dogme. De toute manière. Mais faire une distinction entre la qualification, justement, ou les régimes de la subjectivité, les étapes de la subjectivation, et le point, justement religieux ultime, mais que Kierkegaard dit lui-même ne pas avoir atteint. C'est-à-dire l'étape, justement, où la subjectivité, où le sujet devient non-vérité en face de. Mais de qui? Alors maintenant, pour revenir à la question juste en point d'interrogation, parler d'intersubjectivité chez Kierkegaard me paraît quand même quelque chose de difficile.
Frédéric Worms. Ce que disait Anne-Christine, c'est Oui. peut-être aussi un peu l'inverse, c'est-à-dire c'est justement que c'est les vérités subjectives qui me constituent comme subjectivité. En réalité, je n'existe pas, même avant d'avoir rencontré les questions des vérités subjectives, y compris les vérités effectivement sur Dieu, sur l'absolument transcendant. Donc, ce qui est très frappant, c'est qu'il faut même aller plus loin que de dire le sujet se rapporte à des vérités subjectives. En fait, il n'existe que si il se pose la question Oui. qui rencontre la vérité subjective. Il s'agit vraiment de comprendre que vérité de quelque chose d'absolument autre et mon existence personnelle ont à voir. Il y a des gens peut-être qui n'ont jamais existé. Et il y a quelque chose ici de tragique aussi dans cette possibilité pour l'être humain, finalement, de ne pas exister. Et donc il y a un impératif éthique, et je pense que qu'on l'appelle intersubjectivité ou non, effectivement, il s'agit de toute façon de réveiller une subjectivité en la portant à l'extériorité radicale. Il y a quelque chose qui me frappe dans le texte de Jean Val, Oui. introducteur à mon avis, décisif et controversé de Kierkegaard en France. Étude kierkegaardienne. Voilà, ou les articles sur Kierkegaard. Il y a un article célèbre intitulé Subjectivité et transcendance que Vincent a édité. Et il y a dans cet article intitulé Subjectivité et transcendance, il emploie le mot subjectivité au début pour dire que la subjectivité est ce qui se rapporte à une transcendance, puis après, le mot ne revient plus jamais. Et donc, qu'on l'appelle transcendance ou vérité ou l'absolument autre, dans tous les cas, il s'agit de montrer que parler de la subjectivité, c'est justement pas parler d'elle, parce que c'est justement à travers l'autre qu'elle commence à exister. Il y a une chose vraiment très très importante dans ce que vient de dire Frédéric, c'est l'idée de rapport. C'est-à-dire que dès le concept d'ironie, d'ailleurs, dès la thèse sur le concept d'ironie, Kierkegaard fait la distinction entre un sujet qui est là, qui est posé, qui est dans la facticité, qui est donné en quelque sorte, qu'on ne choisit pas, et il y a une subjectivité qui est une tâche, qui s'agit de construire. Il insistera suffisamment sur le devenir subjectif pour bien montrer l'importance de cette chose-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la subjectivité, c'est une structure, ce qu'on pourrait dire un appareil de visée, c'est-à-dire c'est le rapport à la vérité. C'est particulièrement ce qui quand dans le post-scriptum au Miette philosophique, Kierkegaard, enfin Climacus, le pseudonyme, insiste sur la phrase célèbre, la subjectivité, la vérité, etc. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire tout simplement que cette subjectivité, c'est pas un subjectivisme, c'est pas à chacun sa vérité, et l'homme est mesure de toute chose ou quoi que ce soit. Ça veut dire tout simplement la subjectivité naît de son rapport à la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a des sujets qui n'existeront jamais, tout simplement, ou qui existeront au plus bas degré, c'est-à-dire qui seront toujours dans un quasiment non-rapport à la vérité, c'est-à-dire à la vérité soucieuse, à la vérité qui m'intéresse. Et il faut vraiment insister, je pense, sur cette idée de rapport, sur le fait que la subjectivité, c'est pas une substance, c'est pas un point fixe, mais et l'effort est permanent. C'est un élément de visée systématiquement. C'est un élément de visée. Frédéric Worms. Il y a autre chose qui me frappe, ça rejoint une notion très centrale chez Kierkegaard et très étonnante pour tous ses lecteurs, c'est l'idée de stade de la vie. Oui. Et on dit souvent, alors voilà, comme si c'était facile, on passe du stade esthétique au stade éthique et puis après au stade religieux. Mais j'ai l'impression qu'il y a, et là c'est une question que je me pose en tant que lecteur, qu'il y a même quelque chose avant le stade esthétique. Le stade esthétique, c'est donc celui du séducteur, c'est celui du doute aussi, c'est celui justement de Don Juan dont on a entendu un extrait musical il y a un instant. Et j'ai l'impression quand même que ce stade esthétique, que tout le monde rencontre plus ou moins, d'abord par le désir sexuel aussi, faudrait pas l'oublier, celui-là, d'une certaine façon. C'est comme si, d'une certaine façon, l'amour venait se charger, de toute façon, de réveiller en nous la subjectivité à un moment de notre vie. Le désir de l'autre est là presque dans notre corps, d'une certaine manière. Ça, c'est peut-être une remarque un peu extérieure à Kierkegaard, mais enfin, je sais pas entièrement. Mais peut-être qu'on peut manquer entièrement la subjectivité, mais il y a au moins l'esthétique que tout le monde rencontre à un moment, la question sur l'existence, la question sur le désir, la question sur la séduction. Et puis après, il y a un jeu de rupture et de saut qui nous conduit beaucoup plus loin. Mais il y a de toute façon cette question, effectivement, que la subjectivité n'existe que dans un cheminement, dans un parcours, dans un questionnement, qui lui vient d'ailleurs, qui lui est imposé, qui n'est pas facile. Et il faut pas croire qu'être un sujet, ce soit une partie de plaisir. Anne-Christine Abar,
Être un sujet, ce n'est pas une partie de plaisir. C'est la tâche qui vous est assignée. Non, il y a l'expression. Voilà, c'est vrai, ça résume assez. Kierkegaard répète tout le temps que l'existence et la liberté sont un don et une tâche. Et en l'occurrence, en danois en plus, un jeu de mots, parce que c'est c'est-à-dire il nous a donné d'exister, il nous a donné d'être libre, et en même temps, ce qu'il nous a donné, c'est pas juste un voilà, c'est pas un bien. Il ne m'est pas donné l'existence ou la liberté comme il m'est donné, je sais pas, un cadeau à Noël, par exemple. Je ne l'acquiers véritablement que quand précisément quand je le considère comme une tâche ou une mission en quelque sorte, comme le disait Vincent tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui m'est donné ne devient proprement mien que quand précisément je m'en dessaisis comme d'un objet mien, que je ne me l'accapare pas, et que si je sais envisager ma liberté, mon existence comme quelque chose que j'ai à faire, que j'ai à être, que j'ai à accomplir. Et quelle est ma vocation? Et vocation, c'est le mot employé qu'il emploie. Oui, et alors en même temps vocation, le terme vocation, c'est comme si c'était préfixé, comme s'il y avait une espèce de destin. Ma vocation est d'être philosophe, ma vocation est d'être chanteur, etc. C'est sur la prédestination et être appelé. Oui, mais enfin ça lui plaît pas trop. C'est dans un contexte luthérien. Ce que la Providence veut que je fasse. Quand même. Oui, mais enfin là, ceci dit, je pense pas qu'on puisse le gommer, surtout dans un univers, dans une société danoise qui est aussi parfois en plus aussi marquée par le piétisme. Je ne pense pas qu'on puisse le... Oui, mais enfin, oui, non, alors, mais là, c'est une différence d'interprétation. Moi, je pense vraiment pas qu'il signifie que pour chacun, il existerait une voie qu'il nous faudrait trouver, comme si elle préexistait à notre effort même pour être. Non, mais c'est un cadre. Une idée pour laquelle je peux vivre et mourir, c'est ce qu'il dit. Oui, c'est ça, mais l'idée pour laquelle je veux vivre et mourir, elle n'est pas en pointillé. Elle n'existe pas avant que je me décide moi-même à trouver cette idée. Enfin, on revient toujours à la même idée. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un contexte quand même luthérien qui est quand même omniprésent, et que donc Kierkegaard, lui, ne fait pas abstraction, même s'il s'en démarque de manière parfois très polémique. Et ce contexte en plus de l'appel de la vocation, parce que c'est quand même le terme, même que ce soit en latin ou en danois, c'est le même terme, c'est l'appel. Et l'appel, c'est justement, ça revient à ce qu'on disait au début, l'appel, c'est quelque chose qu'on entend. C'est quelque chose destiné à être écouté. Alors Kierkegaard, effectivement, n'y répond pas comme à une voix qui s'adresse à lui comme de manière réelle, mais il y a quand même cette idée. Que dois-je faire Quel va être ce devenir? Comment va-t-il se constituer? Il y a un usage très curieux d'ailleurs chez Kierkegaard de l'idée de providence qui apparaît dans le point de vue explicatif sur mon œuvre d'écrivain, c'est-à-dire où il est question d'interpréter finalement la tâche de Kierkegaard, la tâche d'écrivain et toute son écriture du point de vue de la providence, c'est-à-dire voilà comment la providence m'a poussé à écrire ceci, cela. Bon, on pourrait croire à une première lecture qu'il s'agit effectivement d'une prédestination. Voilà, j'ai été choisi par Dieu, il l'emploie par moments comme martyr, etc. pour relever la cause du christianisme. Et en même temps, si on lit un peu attentivement ce texte, on s'aperçoit que ce qu'il entend par point de vue de la providence, c'est plutôt un mode de lecture de l'œuvre, c'est-à-dire en disant voilà ce que la providence a voulu que j'écrive, il dit en fait voilà comment je voudrais qu'on me lise. C'est-à-dire que cette vocation qu'aurait suscité la providence chez lui, et en fait on peut tout à fait la considérer comme une interprétation de l'œuvre. Et donc il ne faut pas l'utiliser nécessairement comme un instrument, j'allais dire, de type religieux, mais plutôt comme un instrument herméneutique en fait. Le point de vue de la providence, c'est voilà comment il faut lire mon œuvre. C'est le point de vue de l'indétermination. Si je peux me permettre juste de lire un texte relatif à à ce que Kierkegaard appelle l'insensibilité spirituelle, un état justement qui est presque pré-esthétique où je suis insensible au fait que j'ai un esprit. Donc vous pouvez vous permettre. Mais merci. Donc il parle de l'insensibilité spirituelle, l'angoisse de l'insensibilité spirituelle. La perdition où sont les insensibles est au contraire la plus terrible des conditions, car leur malheur est de soutenir avec l'esprit un rapport réduit au néant. Ils peuvent donc jusqu'à un certain point posséder tous les privilèges de l'esprit, non pas qu'on y prenne garde au titre de l'esprit, mais sous les fausses espèces de la raillerie, du galimatia, des mots creux, etc. Ils peuvent posséder la vérité, non pas au titre de la vérité, mais sous la forme de bruits et de potins. Tel est pour l'esthéticien leur profond comique. En général, on n'y fait pas attention, parce que celui qui en parle n'est pas lui-même affermi dans l'esprit, où son attitude est incertaine.
Aussi, quand il s'agit de représenter de pareils gens, on ne leur met guère en bouche autre chose que de plats bavardages, parce qu'on n'a pas le courage de leur prêter le langage dont on use soi-même. Telle est l'incertitude dont on témoigne. Mais l'insensible peut répéter les paroles même de l'esprit le plus profond, sauf qu'il ne le dit pas en vertu de l'esprit. Dans cet état, l'homme est devenu une machine à parole, et rien n'empêche qu'il apprenne par cœur une litanie philosophique, aussi bien qu'une confession de foi ou qu'un credo politique. N'est-il pas étonnant que le seul ironiste et le plus grand des humoristes doivent s'unir pour déclarer la chose en apparence la plus simple de toutes, qu'il faut distinguer entre ce que l'on comprend et ce que l'on ne comprend pas? Et quel empêchement y a-t-il à ce que l'homme le plus dépourvu de sens spirituel répète mot à mot la même chose? Il n'y a qu'une preuve de l'esprit, celle que l'on a en soi-même. Vincent Delacroix. Il y a une chose, il y a un thème qui revient, qui est particulièrement important dans ce passage magnifique et qu'on retrouve aussi dans le post-scriptum. C'est l'idée du rabâchage. C'est pas simplement quelque chose de polémique, disant que tout le monde répète. C'est l'idée que la subjectivité se vide dans ce cas-là, et elle se désincarne, elle se dessèche dans ce rabâchage. Il emploie dans le post-scriptum une autre image qui est, enfin, une anecdote d'un fou qui s'échappe de l'asile et qui, persuadé qu'on va le pincer tout simplement, et pour échapper aux recherches, essaie de jouer à l'homme saint, essaie de jouer à l'homme raisonnable, et il apprend une vérité par cœur, c'est la terre est ronde. Et en répétant à qui veut l'entendre cette vérité, il est persuadé qu'il passera pour un homme saint d'esprit. Et c'est là toute l'ambiguïté de la chose. C'est-à-dire, plus vous répétez des vérités universelles et plus vous les répétez de façon complètement mécanique, plus vous prouvez en fait votre folie. C'est exactement ce qui se passe et ce qui est évoqué dans cette insensibilité spirituelle. Je suis à bout de vivre, le monde me donne la nausée. Il est fade et n'a ni sel ni sens. Mais si j'étais plus affamé que Pierrot, je ne voudrais pas me nourrir de l'explication que les hommes ont à me donner. Où suis-je? Le monde, qu'est-ce que cela veut dire? Que signifie ce mot? Qui m'a joué le tour de m'y jeter et de m'y laisser maintenant? Qui suis-je? Comment suis-je entré dans le monde? Pourquoi n'ai-je pas été consulté? Pourquoi ne m'a-t-on pas mis au courant des us et coutumes, mais incorporé dans les rangs, comme si j'avais été acheté par un racoleur de garnison? À quel titre ai-je été intéressé à cette vaste entreprise qu'on appelle la réalité? Pourquoi faut-il que j'y sois intéressé? N'est-ce pas une affaire libre? Et si je suis forcé de l'être, où est le directeur? À qui dois-je adresser ma plainte? La vie est l'objet d'un débat. Puis-je demander que mon avis soit pris en considération? Et s'il faut accepter la vie telle qu'elle est, ne vaudrait-il pas beaucoup mieux savoir comment elle est? Ça, c'est la répétition. Il faut faire attention aussi à qui parle dans ce passage. Il y a deux choses. Il y a l'idée que on peut et on doit d'une certaine manière assumer cette existence et qu'on doit construire cette subjectivité, devenir subjectif. Et il y a l'idée qui peut appartenir au stade esthétique, c'est-à-dire il y a l'idée d'une espèce de dégoût pour cette existence et d'une volonté à la fois d'être soi, mais d'être soi
j'allais dire, en dehors du monde, c'est-à-dire en multipliant les possibles, en épuisant ces possibles avec cette espèce de dégoût qui est quasiment un dégoût de soi et qui fait que la subjectivité se disperse au gré des instants parfaitement discontinus. Donc il y a une espèce d'évaporation et de dispersion de la subjectivité. Il est intéressant ce texte parce qu'il est en même temps surinterprété, parce qu'on y retrouve la nausée, on y retrouve l'être jeté, et c'est un texte qui, sans avoir été nommé, a été souvent repris. Et tout le monde le sait de quelle manière, Sartre, Heidegger, etc. Comme il est et c'est vrai que si on reste véritablement dans le registre de l'interprétation de Kierkegaard, il pose ses problèmes spécifiques, mais c'est un texte qui est d'une richesse et d'une profondeur pour cette raison qui est étonnante. Tout à l'heure, Vincent Delacroix parlait de l'ironie, du concept d'ironie chez Kierkegaard. Est-ce qu'on peut faire un lien entre l'ironie et la subjectivité? C'est le premier lien que fait Kierkegaard d'ailleurs. C'est le premier indice d'ailleurs de la subjectivité d'une certaine manière. Peut-être la première porte d'accès, mais qui va se fermer aussi d'une certaine manière, la première porte d'accès à la protestation subjective contre le système, avec un grand S et beaucoup de guillemets. Mais cette ironie qui atteste d'une espèce de pas en retrait par rapport à l'intégration universelle est aussi ce qui mène à cette dispersion dont je parlais tout à l'heure, à cette évaporation de la subjectivité qui finalement est tellement mieux hors du monde, et tellement mieux hors de l'existence, qu'elle ne prend pas parti, qu'elle rétracte systématiquement ce qu'elle dit. Donc là aussi il y a une position extrêmement ambiguë. C'est l'ironie romantique, ça plutôt. Oui, justement, il y a une différence par exemple que fait Kierkegaard entre l'ironie romantique, l'ironie et l'humour. Il y a une différence d'intensité de la subjectivité là-dedans. Et l'ironie romantique, ça va devenir une des cibles, c'est une des cibles permanentes de Kierkegaard. Est-ce que ça veut pas dire aussi l'ironie? Le terme grec, c'est la question, le questionnement. Ça veut dire je suis une question, je suis en question, le je est la question. Est-ce que c'est pas ça au fond dans ce message en quelque sorte crypté du concept d'ironie, qui est un texte difficile à lire parce qu'il fait beaucoup part justement aux critiques de l'ironie romantique. Et justement, il y a toute l'ambiguïté est là parce que dans le concept d'ironie, on a coutume de dire que Kierkegaard est encore très hegelien. Il est très marqué et son interprétation de l'ironie romantique est très marquée par la critique que fait Hegel. Donc, mais justement, la position de Kierkegaard est ambiguë parce que il y a à la fois la nécessité de revendiquer l'ironie et donc de revendiquer la position de la subjectivité et la nécessité de la dépasser et de la critiquer en montrant que justement cette ironie romantique c'est la désincarnation absolue de la subjectivité. Olivier Colli. Oui, parce que là il y a quand même quelque chose de spécifique, c'est quand même qu'il y a Socrate. L'intervention de Socrate est en quelque sorte la naissance, enfin pas la naissance, c'est-à-dire la mise en perspective de cette dialectique négative. C'est-à-dire Socrate, à la différence de Platon, dit Kierkegaard, est celui qui va ouvrir un espace de questionnement que Platon va recouvrir par une doctrine positive, celle de l'idéalisme. Mais en l'occurrence, par-delà ou au-delà de la critique de l'ironie romantique, il y a quand même la promotion, qui est toute nouvelle, de cette dialectique négative, dit-il, existentielle. Et il se base essentiellement sur les dialogues diaporétiques, justement, en disant Socrate ouvre tout un ensemble de perspectives, déstabilise complètement ses interlocuteurs, mais en fait n'apporte pas de réponse. Donc, moi, d'une certaine manière, et là aussi le lien souvent été fait, je vais de toute manière m'approprier cette dialectique négative pour la faire en quelque sorte fonctionner au plan existentiel, c'est-à-dire de manière à provoquer ce qui peut être subjectivé en nous, là où la plupart n'existent pas et n'existeront jamais. Alors c'est pour ça que dans le concept d'ironie, il y a quand même cette idée de question qui est fondamentale. Je crois que la partie consacrée à la critique de l'ironie romantique, effectivement, c'est celle de la volatilisation du sujet, son évaporation, etc. Je ne sais pas si c'est la partie la plus intéressante. Mais par contre, celle consacrée à Socrate me paraît essentielle de ce point de vue-là, parce que véritablement, ça va être le questionnement. Vincent Delacroix ou Anne-Christine Abar? Non, l'ironie est définie comme négativité absolue et infinie. Je pense que c'est important de le saisir pour que les auditeurs comprennent de quoi nous parlons. Kierkegaard disait qu'il voulait être le nouveau Socrate de son époque. Et je pense que dans
tout événement de la vie intérieure est ambigu et il y a une duplicité de toute chose qui est celle qu'on a notée de multiples façons déjà jusqu'à maintenant, et c'est en particulier vrai de l'ironie. Ceci étant dit, pourquoi est-ce que l'ironie est le début de la subjectivité? Parce qu'il dit c'est l'ironie, c'est lorsqu'on saisit ce que c'est que l'ironie que du coup on commence à être un soi et à comprendre ce que c'est qu'un soi. C'est précisément parce que l'ironie va être cette négativité absolue et infinie, c'est-à-dire le fait de vider l'objectivité de tout sens, c'est-à-dire le sens de l'existence, etc., n'est pas dans l'objectif, n'est pas dans la chose. Et c'est au contraire, il me faut revenir à moi-même, et c'est ça la leçon de Socrate, c'est revenir à moi-même, alors dans la subjectivité, non pas au sens de subjectivisme, etc., mais au sens de, c'est par le jeu que peut émaner le sens. Il y a une distinction entre signification et sens, et je pense que c'est que Kierkegaard voit là la grande leçon de Socrate, et qu'il voudrait, lui, à nouveau faire entendre à son époque. Leçon qui a été oubliée. Il y a deux dialectiques qui se vont s'opposer à partir de là. Quand même, c'est la dialectique de Hegel, quantitative, celle qu'il va appeler quantitative, c'est-à-dire qu'au fond qui va être spéculative, de penser qu'à la réconciliation, et celle qu'il appelle qualitative, c'est-à-dire qui va procéder au contraire en ne résolvant pas les oppositions, les contradictions, les différences qualitatives. Et je crois d'une certaine manière cette dialectique existentielle qui est orientée, animé par le négatif, se retrouve dans l'ironie. Alors après, toute la difficulté, ça va être d'articuler, je sens, ce moment fondateur de l'ironie à tous les autres moments. Parce qu'on ne peut pas tout à fait en rester là. Mais c'est vrai, de toute manière, l'ironie, le sujet, tout là. Frédéric Worms? Moi, il y a une chose qui me frappe dans l'ironie, c'est que elle est toujours reconnue de l'extérieur. C'est-à-dire, je peux pas dire je suis ironique. Parce que ça veut dire je suis ironique, ce serait dire que je le suis pas, que je suis même lourdement pas. Mais par contre, quand quelqu'un est ironique, l'autre s'en aperçoit et dit mais dis donc là tu es ironique. Et l'interlocuteur de Socrate ou le lecteur de Kierkegaard, tout à coup, il s'aperçoit qu'il s'est fait rouler par quelqu'un dont la subjectivité apparaît dans une sorte de ruse, parce que c'est quand même aussi ça l'ironie. Et donc dans cette négativité qui est une négativité de parole et une feinte, on pourrait voir une sorte de piège. Et c'est pour ça que on est toujours à la fois socratique et anti-socratique, à la fois fasciné et exaspéré. Et c'est un peu ça aussi, par Kierkegaard, est aussi exaspérant. Moi, je crois qu'il faut le dire. Et c'est cette exaspération qui, comme finalement, c'est tous les grands philosophes, parce qu'il faudrait pas non plus caricaturer Hegel. Hegel aussi est ironique. Hegel aussi est méchant. Et Hegel aussi est dans une dialectique ouverte, et et Kierkegaard le savait bien, il a un peu forcé le trait mais c'est quand même aussi grâce à Hegel qu'il est entré en ironie et il y a de la méchanceté chez tous les philosophes, peut-être, une certaine méchanceté, mais une qualité requise. Ah, peut-être, mais ça, je suis pas le premier à le dire. Kierkegaard l'a dit, justement, Nietzsche l'a revendiqué, et Socrate, au fond, s'en est jamais caché non plus. Une méchanceté, mais une méchanceté qui n'est même pas animée, je dirais, par une sorte de bon sentiment caché. C'est au-delà du bon et du mauvais sentiment, c'est une méchanceté de l'esprit, justement, c'est-à-dire non, tu n'es pas ce que tu crois, et je vais te montrer, je vais te faire sortir de là. Je vais t'en faire sortir. Et c'est justement, c'est ce qui me frappe en réfléchissant après tout sur l'ironie de l'extérieur, c'est l'autre qui est ironique. Tu es ironique avec moi, et pourquoi est-ce que tu me dis ça? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu peux pas vraiment le penser. Donc c'est une sorte d'interrogation sur l'autre qu'il y a derrière l'ironie, et sur le moi qu'il vient asticoter. C'est une provocation. Voilà. Il y a l'idée de piège aussi, qu'évoque Frédéric, qui est très importante, c'est le fonctionnement stratégique de l'œuvre aussi, c'est la pièce du prix dont il peut parler. C'est l'idée que, justement, on attire l'autre, pas en le contraignant, mais c'est l'autre qui vient avec ses propres forces et qui s'aperçoit qu'effectivement il est roulé et qui tombe dans le piège. La différence entre le penseur objectif et Socrate, c'est dit Kierkegaard, qu'il y en a un qui vous parle, qui vous apporte beaucoup de savoir et qui en sous-main vous retire la vérité. Socrate fait exactement l'inverse. Il vous retire en sous-main et en escroc, le terme est employé par Kierkegaard, il vous retire en escroc tout ce trop plein de savoir que vous aviez et qui vous empêche d'accéder à ces vérités soucieuses. Il y a un terme qu'on n'a pas n'a pas utilisé suffisamment, c'est celui de choix et de décision, qui est évidemment très important pour lui, ou bien je me choisis à être ou à exister,
à être quelqu'un, ou bien je ne choisis pas et du coup la vie choisit pour moi, et comme on dit, on passe à côté, cette possibilité effrayante de se rater, de ne pas être un soir, on arrive à la fin, on dit mais finalement je me suis raté. Il y a ce passage où Kierkegaard dit à la veille de sa mort, hop, j'ai essayé de retrouver mes carnets de notes pour voir la preuve de l'immortalité de l'âme que j'avais notée en licence de philo, etc. Donc il y a ce passage très drôle où il dit voilà, finalement on peut rater, on peut passer à côté de soi, on peut rater sa vie, non pas en un sens professionnel, matériel, mais on peut se rater. Et quand on parle de pièges et effectivement, il y a une espèce de machine qui est mise en marche pour attirer le lecteur petit à petit, etc. et le faire tomber dans le piège. Mais le piège est quoi? Le piège est sa propre décision. Et c'est ça qui est très fort chez Kierkegaard, c'est de dire, on peut piéger quelqu'un, mais on peut le piéger au point où finalement qu'il lui est bénéfique, c'est-à-dire le point où il va être obligé de décider s'il veut continuer le piège, enfin continuer la démarche, à savoir faire le saut de finalement devenir devenir quelqu'un, de devenir une subjectivité, assumer ce que c'est, prendre une décision, ou finalement décider en retrait, lâchement battre en retraite, etc. C'est-à-dire que c'est toujours la chose. Je peux pour moi-même décider, et décider, c'est ce qui va inaugurer mon histoire. C'est ce qui est très beau. Enfin, dans la décision du mariage, enfin c'est pas par hasard que la décision du mariage soit paradigmatique de l'éthique. C'est pas n'importe quelle décision, c'est celle du mariage. C'est très très beau. C'est une des rares réflexions en philosophie sur le mariage et sur le sens éthique et éthico-religieux du mariage. Donc je pense qu'elle est vraiment très importante. Donc la décision et en même temps tout ce piège, cette stratégie pour essayer d'amener le lecteur ou l'auditeur à rentrer dans la parole, etc. C'est toujours, c'est une méchanceté, mais une méchanceté qui est pour son bien, puisque c'est pour l'amener au seuil de la décision où finalement il pourra soit se lancer dans la décision d'être quelqu'un, d'être un être, soit au contraire, finalement battre en retraite et la vie décidera pour lui et là il aura raté. Mais au moins il aura été mis devant la décision. Pour le peu de temps qu'il nous reste, je voudrais vous demander à chacun, ou à certains d'entre vous, ceux qui veulent prendre la parole, comment est-ce qu'on peut parler de la philosophie, de l'influence de la philosophie de Kierkegaard aujourd'hui au Danemark? Est-ce qu'il y a une école, un mouvement? On peut introduire, parce que je ne vais pas faire toute la... ce serait trop complexe. Puis, en disant que Kierkegaard intervient chaque fois, d'une certaine manière, il s'agit de protester contre une religion, disons, qui est une religion d'État, le luthéranisme, et puis sa tendance, disons, à devenir, justement, à énoncer des vérités pesamment officielles. Or, en ce sens, c'est le revigorant, si on peut dire, dans lequel on se retrempe périodiquement en ce qui concerne certains philosophes. Bon, cela dit, ils sont... Je sais pas s'ils sont très connus en France. Bon, il y a Johannes Sluck qui a écrit sur Kierkegaard. Il y a Peter Kemp qui est toujours à l'université. Je sais plus si c'est de Copenhague ou d'Aarhus. Qui a-t-il sinon il y a aussi Løgstrup qui s'est un peu démarqué de Kierkegaard, mais enfin qui a notamment sa doctrine, si on peut dire, sa philosophie de l'injonction éthique, mais qui est quand même polémique à l'égard de Kierkegaard, puisque justement elle met l'accent sur tous les sentiments, quelque sorte empathiques. Je crois qu'il est important là quand même de souligner de façon beaucoup plus vaste que Kierkegaard a été un moment très important dans la modernité philosophique et son influence sur des penseurs comme justement on parlait d'Heidegger, Sartre. Non mais ça au Danemark c'est beaucoup plus difficile parce que là le problème c'est que bien sûr, il y a une influence, c'est très mal connu, mais c'est vrai qu'en France. Mais donc effectivement, donc au Danemark bien sûr il y a une postérité de Kierkegaard. Il y a une philosophie morale par exemple. Mais je crois que c'est important de souligner quand même que Kierkegaard n'a pas été une espèce d'étoile isolée qui n'aurait pas
été entendu. Enfin, il a eu, enfin très longtemps quand même. Parce il a été, enfin, là, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais enfin, tout son travail sur l'angoisse comme le moment fondateur de la subjectivité, le rapport de la liberté à elle-même, etc. Ça a été abondamment repris. Parfois, enfin, je veux dire, parfois, on peut se demander si ça a été bien compris, mais enfin, donc c'est là, tout à coup essayer de mettre l'existence au centre du projet philosophique et de dire ce qui importe, ce n'est plus d'essayer de construire des systèmes, etc. C'est de dire qu'est-ce que c'est qu'exister pour un être humain. Bon, et de remettre l'existence au centre du questionnement philosophique, c'est effectivement lui qui l'initie et ça sera repris tout au long du XXe siècle. Qu'est-ce qu'on doit lire de Kierkegaard absolument? Alors moi, c'est difficile parce qu'on va tomber dans la stratégie de la production littéraire. Alors rapidement, dans quelle collection faut-il le lire? Je veux dire, dans quelle traduction faut-il le lire? Tout le monde va être d'accord. Tout le monde va être d'accord. Vincent Delecroix, vous avez il y a les œuvres complètes qui sont aux éditions de Laurent, qui sont un gros morceau. Et en édition de poche. Et en édition de poche, il y a quelques très bonnes traductions. Celle du Post-Scriptum et des miettes par Petit dans la collection Tel Gallimard, qui est vraiment très bonne. Il y a Crainte et Tremblement. Alors d'Olivier Collier, on peut lire Crainte et Tremblement, on peut lire La philosophie scandinave en que sais-je. Et Anne-Christine Labarre, vous apprêtez à publier la totalité de la correspondance. Oui, l'an prochain. L'an prochain. Et chez qui? Les éditions des Siertes. C'est une petite maison d'édition. Voilà, merci beaucoup à vous quatre. On se retrouve après la pause avec le philosophe Étienne Gruyaud. Bonjour Étienne Gruyaud. Alors la subjectivité, centre ou épicentre? 3 points, comme d'habitude. Ce maudit nombril du monde. 2. Le moi hors de lui. Et 3. Vérité de la subjectivité. Et bien sûr, chacun voit midi à sa porte, mais à ne voir le monde que de son point de vue, on finit par le perdre de vue. Alors, la subjectivité doit être dépassée, même s'il faut sans cesse y revenir. Ouais, tout est sale, sale, sale dans ton journal, tellement sale, ça te pousse des traces sur les doigts. Tout est moche, 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 mais tu t'en laves les mains et tu les mets dans tes poches. Ça vient de si loin, 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 toutes ces images qu'on t'envoie. Toute cette misère par satellite, ça va mal, 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 mais tu t'en fiches pas mal. Toi, 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 tu penses qu'à toi, je, tu sais bien que ça t'est qu'un égoman. Un égoman, égoman. Avant d'être une valeur discutable, la subjectivité est un fait indiscutable. Je pense donc je suis le centre du monde, ce monde qui n'existe que par et pour ma pensée. C'est Berkeley. Être, c'est être perçu ou percevoir. Et on ne peut séparer ni abstraire, même en pensée, l'existence d'une chose de la conscience qu'on en a. L'idéalisme, si vous voulez, avant d'être une doctrine, c'est une donnée ontologique indépassable. C'est le fameux principe d'individuation. Il est impossible de sortir de soi. Même s'il existe une chose indépendamment de moi, même si mon regard ne fait pas exister les choses n'existent pour moi que par mon regard. Il n'y a d'être qu'à condition d'apparaître à l'horizon de ma conscience. On peut bien penser que les chevaux restent à l'écurie et les livres dans la bibliothèque quand je n'y suis pas, mais cette idée du monde sans moi reste une idée, une reconstruction intellectuelle, bref, ce que par définition je ne percevrai jamais. L'intégrale de toutes les perspectives, le point de vue de tous les points de vue, c'est le point de vue de Sirius, c'est le point de vue de Dieu, mais c'est encore une vue de l'esprit. Autant dire qu'au final, la réalité est subjective. Chacun donc regarde le monde par le petit bout de sa lorgnette. Le centre de perspective qu'est le moi se transforme alors en centre de gravité. On érige le fait en droit, le principe de subjectivité en valeur. C'est la dérive hégémonique de la subjectivité. On passe de l'égocentrisme, se prendre pour le centre d'intérêt, à l'égoïsme, rechercher son seul intérêt. Pascal l'a bien dit, en un mot, le moi a 2 qualités. Il est injuste en soi en ce qu'il se fait le centre de tout, il est incommode aux autres en ce qu'il les veut asservir. C'est le fameux moi-je qui ramène tout à soi. La subjectivité, mais c'est déjà cette tonalité affective qui colore mon rapport au monde. Il est impossible de ne pas être quelque peu l'irréalité
lyrique ou poète. La perception la plus ordinaire est toujours impressionniste. On voit la nature à travers ses humeurs, à travers ses états d'âme. Mélancolique, tout devient mélancolique. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Verlaine, c'est triste la pluie, on dirait quelqu'un qui pleure. L'égocentrisme, c'est la pente naturelle et structurelle de l'humain. C'est intéressant, mais je veux dire ce qui m'intéresse. C'est beau, c'est bon, mais je veux signifier cela me plaît. L'égoïsme ne signifie donc pas l'autisme de l'amour, il ne signifie pas l'incapacité d'aimer un autre que soi, mais plutôt le fait de l'aimer pour soi-même. La preuve, on n'aime guère ceux qui ne nous aiment pas. L'amour n'est pas sans amour propre, l'amour de soi par l'autre, et on dit mon amour quand on ne dit pas mon couple. Alors, ramener au narcissisme de l'espèce, la subjectivité engendre l'anthropocentrisme de cette espèce humaine si orgueilleuse qu'elle s'est baptisée genre humain. L'homme se pense comme espèce à part, incapable de se faire à l'idée qu'il n'intéresse personne. Le monde sans les hommes serait inconnaissable, inconcevable, mais la seule idée d'un monde sans hommes nous inflige déjà une insupportable blessure narcissique. Les pays, c'est pas ça qui manque. On vient au monde à Salamanque, à Paris, Bordeaux, l'île Brest. Lui, la nativité, le prix, du côté des Saintes-Maries, c'est un modeste. Comme jadis a fait un roi, il serait bien fichu, je crois, de donner le trône et le reste contre un seul cheval camargué, bancal, vieux borgne fatigué, c'est un modeste. Inévitable et pourtant insupportable subjectivité. Le moi est haïssable s'il s'enferme dans le solipsisme. Dans le meilleur des cas, ça débouche sur un relativisme. À chacun sa vérité et chacun chez soi. Cette pseudo-tolérance n'est que la forme civilisée de l'indifférence et de la condescendance. Au-delà d'une apparente insensibilité aux autres, l'indifférence dénote une hypersensibilité à soi. La comédie de l'indifférence n'est que comédie de suffisance à soi. Je pense, donc je sais. L'opinion dégénère en illusion. On prend ses désirs pour la réalité. On veut avoir raison envers et contre tout, quitte à falsifier le donné. L'opinion tourne alors au solipsisme offensif, celui du fanatique, ce fou enfermé dans un blocos imprenable, comme disait Schopenhauer. C'est la sale abstraction de la belle âme qui retourne sa loi du cœur contre la loi du monde, dirait Hegel. C'est le bête et méchant caprice de la subjectivité terroriste. À vouloir tout réduire à soi, on réduit tout à néant. Le fanatique n'a d'autre fin que la fin du monde. La subjectivité, à son comble, elle est refus de toute altérité. Elle n'est qu'une figure de la conscience malheureuse. Il faudrait donc déverrouiller cette subjectivité, en finir avec l'illusion de l'insularité. Pour sortir de soi, il faut se décentrer. Il faut comprendre, comme dit Sartre, que la conscience n'a pas de dedans. Elle n'est rien que le dehors d'elle-même. La conscience s'arrache vers l'objet. C'est ça qu'on appelle l'intentionnalité. Si par impossible, dit Sartre, vous entriez dans une conscience, vous seriez saisi par un tourbillon et rejeté au dehors, près de l'arbre, en pleine poussière. Si donc l'intériorité est vide, l'introspection est vaine. Le simple sentiment immédiat de soi-même ne livre qu'une impression, une présomption d'être. La conscience de soi n'est pas connaissance de soi. L'épreuve de vérité de la subjectivité, c'est l'extériorisation de soi. Personne ne sait d'emblée qui il est. La réalisation de soi, comme révélation de soi, exige du temps. C'est en se préoccupant d'autre chose que de soi que l'on devient soi. Ou comme dirait Lequier, il faut faire, et en faisant, se faire. Alors c'est quoi? C'est le travail, bien sûr, qui réalise mes potentialités. Agir, produire pour découvrir qui l'on est et ce qu'on vaut. C'est par des actes courageux qu'on se révèle courageux. Le paradoxe, c'est qu'il faut mourir à soi-même pour se trouver. On trouve alors son style individuel, on devient soi-même, et en même temps, on réalise l'humanité en soi. On devient un homme. Mais même en science, l'impartialité, la lucidité suppose un travail d'objectivation. Chacun sait que la physique dépasse le vécu subjectif. Qu'en science, on sait autrement qu'on ne sent. Je sais que la Terre tourne autour du Soleil, bien que je vois le Soleil se lever et se coucher encore. L'objectivité est donc construite dans l'accord des esprits, dans la discussion d'une communauté de savants.
Jean Lacroix aimait à dire que les fanatiques sont ceux qui ignorent l'amitié. Et c'est effectivement dans l'amitié, dans l'amour, qu'on se découvre des qualités insoupçonnées. Aimer, ça n'est pas seulement éprouver, c'est s'éprouver. C'est la relation qui est ouvrière des singularités qu'elle relie. C'est dans la relation qu'on devient ce qu'on est. Il faut sortir de soi pour être pleinement soi. Frères humains, qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous. Merci. L'amour n'a pas d'âme. Vous nous voyez si attachés, 5-6. Et la mer est quand de la chair que trop avons nourri, là-bas, et les pieds sales, sur la plage, dévorés et pourris, non plus, et nous les os, n'a pas d'âme. devenons cendre et poudre. De notre mal personne ne s'en rimait. Priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Pour un peu, le cadavre de l'homme nous ferait oublier l'homme lui-même. À trop vouloir se dépasser, le sujet peut s'effacer, s'oublier, se perdre dans ses œuvres. C'est le sujet aliéné par ce qu'il découvre et dont il dépendrait. Il doit se comprendre désormais comme simple effet d'entité supérieure qui le façonne, qui l'absorbe. Le sujet de la science se découvre assujetti, sujet à l'objet de sa science, prisonnier des abstractions mortelles et supra-individuelles. La nature, le corps, l'espèce, le peuple, l'État, l'histoire, la volonté générale, l'inconscient, la conscience de classe, la structure, les champs. Bref, autant de façons de penser l'individu hors sujet. C'est le corps sujet chez Nietzsche. Le corps a créé l'esprit comme une main de son vouloir, dit-il. Mais c'est le fonctionnaire hegelien encore qui doit se sacrifier à la raison d'État. C'est la technocratie selon Saint-Simon, substituer au gouvernement des hommes l'administration des choses. C'est le rêve d'une société sans rêve, le rêve de la cité automate pensée sur le modèle de la fourmilière. Se faire une raison, mais que pourrait faire d'autre la raison? Il faut se faire violence. Le sujet est un élément parasitaire, un épiphénomène incommode, un empêcheur de tourner en rond. Il faut le redresser, le rééduquer. Alors l'homme paie son intelligence du prix de sa vie. Il est agi, comme Baudelaire se disait, transporté par ses paradis artificiels. Vous attribuerez bientôt à votre pipe de hashish l'étrange faculté de vous fumer. Mais qui pourrait sérieusement en conclure à la mort du sujet? Le primat de l'inconscient ou de la sexualité n'a jamais contraint Freud à mener une vie d'inconscient ou d'érotomane. Marx affirmait le primat de l'économie, mais il n'a jamais soumis sa vie à l'argent. Aucune neuroscience n'empêchera le sujet de rester seul juge de la vérité, y compris des vérités neurobiologiques. Bref, subsistera toujours la vieille distinction entre théorie et pratique, et le primat de la vie sur la connaissance. On ne peut jamais totalement vivre ce qu'on sait, ni savoir ce qu'on vit. Par exemple, comme montre Bergson, le temps vécu subjectivement sera toujours en décalage avec le temps des horloges. Le temps est long à qui s'ennuie, trop court à qui se réjouit. Et c'est la montre qui arbitre et qui les départage, mais qui pourrait vivre comme une montre? Vérité de la subjectivité donc. L'individu reste le génie de l'espèce, per angustia ad augusta, passé par le défilé étroit de la subjectivité pour aller au sommet de l'humanité. C'est toujours par des voies singulières qu'on accède à l'universel, comme a bien montré Hegel. Pas plus on ne mange du fruit, mais 7 pommes ou 7 oranges. Pas plus la philosophie n'existe en dehors des philosophes, ceux qui la font, ceux qui l'incarnent chacun dans son style. La subjectivité n'est pas réductible à l'ignorance ou à l'arbitraire. Elle est originalité, singularité exemplaire, par quoi advient quelque vérité. Certes, la vérité est universelle et sans droit d'auteur, mais elle n'émerge que par des individus, que par l'exception qui fait sens. Tous les progrès humains ont été le fait d'individus exceptionnels, souvent ignorés de leur vivant. C'est notre commune tragédie, c'est notre commune condition subjective. On vit seul, on meurt seul, on pense seul, ou comme disait Plotin, tous les êtres sont ensemble, mais ils sont séparés. Merci Étienne Briot. La vie comme
Melva, Bruno Martin, Éric Di Crescenzo, Étienne Gruyot, Véronique Villa, Francesca Piolo. Si vous voulez nous joindre, la viva, @radiofrance.com ou pièce 61 31, 116 avenue Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16.